Séance du 22 mars 2022, donc deuxième partie. Je termine l'analyse, le commentaire de l'image cartésienne de l'arbre philosophique par la troisième et dernière branche qui se détache du tronc de la physique, à savoir la morale. Il ne faut pas entendre par morale, dans cette image de l'arbre philosophique, une espèce de théorie du bien et du mal ou une théorie de nos devoirs. La morale cartésienne, c'est et c'est en cela que Descartes reste très proche des philosophes de l'Antiquité, de Platon aux sceptiques, en passant par Aristote, les stoïciens, les épicuriens, etc., pour qui la philosophie était une activité ordonnée à cette finalité ultime, à ce but dernier qu'est la vie bonne, une vie véritablement digne de notre nature humaine. Eh bien, c'est à cela que vise Descartes. Je répète, il ne s'agit pas d'une morale, disons, moralisante, moralisatrice, il s'agit de poser les conditions d'une vie bonne. Pour comprendre ce que c'est que vivre bien, il faut savoir à quel être s'adresse cette injonction, et cet être, c'est l'homme. Et qu'est-ce qu'un homme? Eh bien, c'est l'union d'une âme et d'un corps. Union d'une âme et d'un corps, ça ne veut pas dire une âme greffée sur un corps, une âme associée à un corps, mais véritablement un corps et une âme ne faisant pas vraiment qu'un, ça ce n'est pas possible, mais réalisant une sorte de, disons, d'unité qui n'est beaucoup plus qu'un accrochage. La philosophie cartésienne est une philosophie dualiste. Il y a l'âme et il y a le corps. L'âme, c'est l'esprit. Or, ce qui définit un esprit est de nature essentiellement, au sens propre de l'adverbe, par essence, distincte de ce qui définit un corps. Et donc, nous sommes âme et corps, mais pas comme chez Platon, où une âme est descendue pour un temps, le temps de l'existence terrestre, dans un corps, pas une âme au sens même chrétien, qui est créée à un certain moment par Dieu et dont le destin est de se séparer du corps après la mort, question sur laquelle Descartes ne prend pas véritablement position. Eh bien, l'union de l'âme et du corps chez Descartes, c'est donc cette unité réalisée entre deux substances essentiellement distinctes, mais qui constituent une unité vivante, non pas au sens biologique, mais au sens plus large et le plus profond du mot vie, une unité vivante qui est justement l'être humain. Et donc, la morale, c'est la conduite de cette unité qui se réalise en l'homme entre l'âme et le corps. Et cela suppose évidemment, d'une part, une certaine connaissance de l'âme. Or, une connaissance de l'âme est possible. Descartes entreprend cela dans les méditations métaphysiques. Une connaissance des corps est possible, et c'est la physique. Eh bien, nous avons besoin de la physique, nous avons besoin de savoir comment fonctionne notre corps, qui est de nature complètement physique, qui est de nature totalement mécanique, si vous voulez. Nous avons besoin de comprendre le fonctionnement de ce corps pour vivre dignement, comme elle doit être vécue, notre vie humaine. Voilà ce que signifient donc ces trois branches. Quant aux racines, la métaphysique, eh bien, elles sont, et là l'image de l'arbre est parfaitement parlante et totalement pertinente, elle est ce qui soutient la totalité de l'édifice. C'est ce que j'ai appelé le fondement. Fondement, c'est évidemment l'équivalent dans l'ordre spirituel de ce que sont des fondations dans l'ordre matériel. C'est ce qui fait que ça tient debout. Les fondations sont ce qui fait que l'édifice repose sur un socle qui lui garantit la stabilité et la pérennité. Dans l'ordre spirituel, les fondements, c'est ce qui fait que cela vaut. Je veux dire que la science physique, la science des corps matériels sera une vraie science, un vrai savoir, une vraie connaissance, en tant elle aura reçu ses fondements métaphysiques, et c'est en tant qu'elle aura reçu ses fondements qu'elle pourra constituer le tronc solide sur lequel viendront se greffer les trois grandes branches de ces savoirs pratiques que sont la médecine, la mécanique et la morale. Alors, cette remontée vers les fondements, on peut parler de descente aussi bien, hein, évidemment, les deux métaphores sont pertinentes, chacune de son point de vue. La remontée vers les fondements, c'est-à-dire en direction des racines,
C'est l'objet de l'un des textes les plus importants de toute l'histoire de la philosophie, certainement l'un de la demi-douzaine de textes les plus essentiels dans l'histoire de la philosophie, qui sont les méditations métaphysiques de Descartes. Les méditations métaphysiques, vous en trouverez, à peu de choses près, un résumé dans la 4e partie du discours de la méthode. Et donc, si vous ne souhaitez pas ou si vous ne vous sentez pas la force de lire les méditations métaphysiques, qui par ailleurs sont un texte qui n'est pas inaccessible, ce n'est pas du tout, ça ne présente pas du tout la difficulté de la critique de la raison pure ou de la phénoménologie de l'esprit de Hegel, ni même d'ailleurs de la métaphysique d'Aristote ou de certains dialogues de Platon. Donc, vous pouvez lire la 4e partie du discours de la méthode, dans laquelle se trouve résumée, à peu de choses près, la démarche des méditations métaphysiques. Quant à la morale, si vous voulez la connaître, elle se trouve principalement dans ce livre que Descartes a publié à la fin de sa vie, intitulé « Des passions de l'âme ». On dit aussi traiter des passions de l'âme. C'est dans les passions de l'âme, ainsi que dans la correspondance que Descartes a entretenue avec la princesse Élisabeth de Bohême et avec la reine Christine de Suède, chez qui vous savez peut-être qu'à la toute fin de sa vie, il est allé mourir, purement et simplement. C'est dans la correspondance avec la princesse Élisabeth de Bohême et avec la reine Christine de Suède que se trouve, avec le traité des passions, la morale cartésienne. Cette morale, on en trouve un résumé dans la 3e partie du discours de la méthode, mais à ce stade, elle n'est constituée que comme morale par provision, comme morale provisoire, dans l'attente de la possession du savoir certain, bien fondé dans les racines et bien constitué dans son tronc, la physique, qui permettra d'être assuré d'être en possession de la vraie morale fondée en vérité. Dans la 3e partie du discours de la méthode, on trouve cette morale, mais on la trouve à l'état de présentation provisoire des règles que se donne un être humain qui entend vivre comme il doit vivre, dans le contexte social, politique, culturel qui est le sien, dans l'attente d'une morale véritablement fondée et donc absolument vraie. Alors, nous sommes maintenant en mesure d'en venir à la description de cette nature, de faire un état des lieux de cette nature telle que nous la présente la science issue des travaux de Galilée et antérieurs bien sûr de Copernic et de Kepler, la nature issue des travaux de la science de l'âge classique, telle que la conçoit plus précisément Descartes lui-même. Alors, eh bien, dressons ce portrait de la nature galiléo-cartésienne. D'abord, nous sommes passés, je dirais, dans l'ordre astronomique de la connaissance, d'un monde clos à un univers infini. Je l'avais dit, j'avais mentionné ce titre quand j'avais traité d'astronomie les années précédentes. Du monde clos à l'univers infini, du monde clos à l'univers infini, c'est le titre d'un remarquable, d'un magistral livre de Alexandre Coiré, K-O-Y-R et accent aigu, Alexandre Coiré, Du monde clos à l'univers infini, texte, je répète, magistral. C'est un de nos plus grands historiens des sciences, Alexandre Coiré, mais je m'empresse de dire que Du monde clos à l'univers infini est un livre tout à fait lisible, très facile à lire, passionnant. Il est publié aujourd'hui en format poche, vous le trouverez facilement, et c'est une lecture évidemment des plus recommandables dans le cadre des sujets dont nous nous occupons en ce moment. Avec Copernic et avec ses successeurs, nous sommes passés d'un monde clos à un univers infini. D'abord, nous sommes passés d'un monde géocentré, centré sur la Terre, chez Aristote, à un monde héliocentré, centré sur le Soleil. La Terre n'est plus le centre du monde, elle n'est plus le centre de tous les mouvements circulaires de rotation, elle est une planète, c'est-à-dire qu'elle commence à mériter véritablement son nom, puisque planète signifie étymologiquement, en grec, astre errant, un astre errant. Alors, la planète Terre n'erre pas du tout au sens où elle ferait n'importe quoi et où elle irait n'importe où. Non, simplement, elle se déplace, elle bouge autour du Soleil. Mais chez Copernic, le monde reste un monde fini, un monde clos, en ce qu'il est contenu à l'intérieur de cette sphère qu'on appelle sphère des étoiles fixes,
qui certes maintenant est centrée sur le Soleil, mais qui n'en reste pas moins une sphère limitée et une sphère de dimension somme toute assez réduite, puisque on n'a aucune idée à l'époque de Copernic de la distance réelle à laquelle se situent les astres, et en particulier ces étoiles, qui ont toujours, respectivement les unes par rapport aux autres, les mêmes positions sur ce qu'on appelle la sphère céleste. Donc le monde de Copernic continue d'être un monde fermé, un monde clos, même si cette clôture n'a pas un statut physique véritablement bien déterminé, mais enfin, le monde est contenu, continue d'être enfermé dans des limites assez étroites. Petit à petit, cette bulle, comme le dit Alexandre Koyré, va enfler jusqu'à exploser, puisqu'au tout début des années 1600, c'est un certain Giordano Bruno, B-R-U-N-O, Giordano Bruno, qui va proposer l'hypothèse d'un univers infini. D'un univers infini, ou, si vous préférez, d'un univers indéfini, c'est-à-dire un univers qui n'a plus ni de bornes, ni de limites, ni de frontières en quoi que ce soit, un univers qui s'étend dans l'indéfinité de l'espace. Alors, cet univers infini de Giordano Bruno va faire l'objet, bien entendu, de discussions théoriques auxquelles se mêlent des débats théologiques, parce que la grande question est de savoir quel type de monde est le plus digne de posséder le statut de création divine. Après tout, il est tout à fait défendable d'affirmer que un Dieu ne peut pas créer, un Dieu infini ne peut pas créer quelque chose qui posséderait à lui tout seul, à soi tout seul, un attribut de Dieu lui-même, à savoir l'infinité. C'est pourquoi, si la perfection de Dieu implique l'infinité, le monde qu'il crée doit lui être fini. Inversement, on peut très bien défendre l'idée que seul est digne de l'infinité divine une création à la mesure de cette puissance, c'est-à-dire une création elle-même infinie. Toujours est-il que l'affirmation de l'infinité de l'univers, le rejet de l'héliocentrisme et quelques autres thèses tout aussi sulfureuses vont valoir à Giordano Bruno le triste sort d'être brûlé en place publique en 1610 à Rome. Et donc, il ne faut pas oublier cet événement pour comprendre ce qui va se passer dans les quelques années et quelques décennies qui suivront. Toujours est-il que le monde, la nature physique dans laquelle pense un Galilée, un Kepler, un Descartes et évidemment ensuite un Newton, eh bien, sont une nature, sont un monde qui d'abord ne sont plus centrés sur la Terre, évidemment, la Terre n'est pas le centre de tout, et ce sont une nature et un monde dont j'aurais presque envie de dire qu'ils sont menacés par l'infinité, ou disons qu'ils sont des candidats plausibles pour l'infinité, comme l'était le monde des anciens atomistes, des matérialistes de l'Antiquité, de Démocrite, d'Épicure et de Lucrèce, qui, lui, était tout à fait positivement crédité de cette dimension de l'infinité. Le monde de l'atomisme démocritéen, épicurien et lucrétien, eh bien, ce monde est proprement infini. C'est d'ailleurs plutôt que monde, il faut l'appeler univers, puisque cet univers est constitué de mondes, c'est-à-dire d'îlots de collections d'atomes dispersés dans l'univers, distincts les unes des autres, îlots de matière entre lesquels se trouvent, dans ce que Épicure appelle les intermondes, dans lesquels se trouvent les dieux qui sont eux-mêmes faits d'atomes, bien sûr, et qui sont des éléments de cet univers infini. Ce monde ne passe pas simplement de la clôture à l'infinité, il passe aussi de l'hétérogénéité à l'homogénéité. Le monde d'Aristote, centré sur la Terre, était un monde divisé, vous vous en souvenez si vous avez suivi le cours sur l'astronomie, c'était un monde divisé en deux régions. Tout ce qui était en dessous de la Lune obéissait à certaines lois, était constitué des 4 éléments de la physique ancienne, la terre, l'eau, l'air et le feu, et obéissait non pas à certaines lois, le mot loi ne convient pas, mais à certains principes de fonctionnement qui étaient radicalement autres que les principes
naturel en vigueur au-delà de la sphère de la Lune, dans le royaume des astres. Les astres, c'est la perfection. Les astres, c'est le mouvement circulaire, uniforme, parfait. Les astres, c'est l'immuabilité, l'immutabilité. Et cela a toutes les caractéristiques donc, de la perfection. On s'approche, si vous voulez, du statut de la divinité. Eh bien, c'est cette division du monde qui prend fin, et qui prend fin avec Galilée, et à une date précise qui est l'année 1609, quand pour la première fois, un être humain sur Terre s'empare d'un instrument grossissant pour s'enquérir de ce qui se passe dans le ciel, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Il faut bien savoir que Copernic a opéré la grande révolution astronomique, le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme, sans jamais avoir rien observé à l'aide d'instruments grossissants. Jamais. C'est Galilée qui, le premier, réalise cette opération. Ce n'est pas qu'il n'existait aucun dispositif optique permettant d'effectuer ce genre d'observation sur des objets célestes. C'eût été possible avant 1609. Ce que réalise Galilée, ce n'est pas simplement le perfectionnement de cet objet technique qu'il n'a pas inventé, mais qu'il s'est contenté d'améliorer. Ce que réalise Galilée, ce n'est pas seulement le perfectionnement de la lunette astronomique, c'est aussi et surtout le geste théorique absolument fondamental qui consiste à accepter le principe selon lequel il est possible d'apprendre quelque chose de ce qui se passe dans les astres, de leur nature et de leur mouvement, en observant tout cela à l'aide d'un matériau, d'un objet, d'un instrument, pardon, constitué à partir des matériaux qu'on trouve dans ce monde sublunaire, dans le monde terrestre, ici-bas. Pourquoi? Parce que toute l'astronomie et toute la physique médiévale, scolastique, venue d'Aristote, considérait comme une espèce de postulat incontestable que l'hétérogénéité des natures mêmes du ciel et du monde sublunaire interdisait d'espérer acquérir quelque connaissance que ce soit du premier à l'aide d'instruments appartenant à la nature du second. Et donc, lorsque Galilée disait à ses savants contemporains, aux doctes dont parle Descartes, lorsqu'il disait « Mais regardez dans ma lunette, vous voyez bien qu'il y a des taches sur le soleil, vous voyez bien qu'il y a des montagnes sur la lune, et que par conséquent, là-haut dans les astres, ce n'est pas le royaume de la perfection, de la sphéricité parfaite, de l'immobilité, puisque ces taches se déplacent sur le soleil. Vous voyez bien ?» Les doctes lui répondaient « Mais il n'y a rien à voir dans votre lunette. Votre lunette ne peut rien nous apprendre sur ce qui se passe là-haut, puisque c'est un objet qui est affecté, si vous voulez, qui est condamné à n'être jamais qu'un objet de nature terrestre. Alors, si vous voulez, si ça vous amuse, regardez donc les pigeons posés sur la tour à quelques centaines de mètres de vous à l'aide de cette lunette, faites-en cadeau ou vendez-le aux militaires qui, sans doute, trouveront très intéressant cet objet pour observer des positions ennemies, mais n'espérez pas que vous allez tirer de cet instrument quelques connaissances que ce soit qui vous permettent d'accéder à une science du monde céleste, du monde des astres. Il faut absolument lire, et si possible, bien mieux, assister à la pièce de théâtre de Bertolt Brecht, La vie de Galilée, dans laquelle vous trouverez cette réplique superbe, ou plutôt ce petit passage, enfin oui, c'est une réplique du personnage de Galilée qui déclare ceci, rendant compte de ses travaux à l'aide de la lunette astronomique, le résultat de ces travaux est exposé dans un petit livre que Galilée a publié à cette fin et qui s'appelle Le Messager céleste, Sidereus Nuncius, le messager des étoiles, le messager des astres, Sidereus Nuncius, le messager des astres, on traduit quelquefois par le messager céleste. Ce petit texte, tout à fait intéressant et tout à fait lisible, est publié en format poche dans la collection Point Science chez Gallimard. Ne vous dispensez surtout pas de lire ça, c'est très intéressant, c'est très facile à lire, et ça vous montre ce que c'est que la science en fonctionnement, la science en acte. Qu'est-ce que c'est qu'un génie scientifique? Qu'est-ce que c'est qu'un génie technique? Là, vous le verrez en voyant Galilée au travail sur pièce. Eh bien, dans la vie de Galilée,
Bertolt Brecht met dans la bouche de Galilée, rendant compte de ses travaux à l'aide de la lunette, cette parole. Galilée déclare janvier 1609, l'humanité note sur son journal ciel supprimé. Ciel supprimé, cela signifie qu'il n'y a plus de ciel majuscule, C majuscule, en tant qu'entité astronomique distincte de l'ici-bas, du monde sublunaire, du monde terrestre, celui dans lequel nous vivons. Là-bas et ici, c'est pareil. Ce sont les mêmes phénomènes, ce sont les mêmes lois, c'est la même physique, et nous faisons tous, aussi bien les astres jusqu'aux étoiles les plus lointaines, que nous, animaux terrestres, nous faisons tous partie du même monde. Il n'y a plus qu'un monde. Et c'est ça, le monde nouveau, la nature nouvelle de l'époque de Galilée et de Descartes. On est passé du monde clos à un monde potentiellement, possiblement infini, parce qu'évidemment, cela est débattu. Mais Descartes, lui, affirme le caractère indéfini de l'univers physique. Il dit bien indéfini, il ne dit pas infini, car infini est un adjectif qui a pour lui une autre signification, une signification plus forte, et qu'il faut réserver à la nature divine. Alors ensuite, le second point, et ce sera le dernier que je traiterai aujourd'hui, le second point qui caractérise cette nature des modernes, cette nature galiléo-cartésienne, eh bien, c'est le principe d'inertie. Le principe d'inertie, ça c'est un principe physique, et ce qu'on entend par principe, en physique comme d'ailleurs en morale, c'est une proposition première, c'est une proposition qui va être en situation de, non pas de fondement, mais de propositions d'où peuvent être déduites des propositions secondaires qui en seront les conséquences. Alors, que dit le principe d'inertie? Ça, c'est une invention, enfin, c'est plutôt une découverte absolument décisive. La découverte appartient à Galilée, mais l'énoncé rigoureux, l'énoncé précis du principe lui-même, on la doit à Descartes et non pas à Galilée qui a un peu tâtonné dans sa formulation. Le principe d'inertie, c'est le véritable cœur du dispositif de la révolution physique et donc de la grande révolution scientifique du XVIIe siècle. Il faut énoncer ce principe qui est très mal connu, qui est mal connu du public, parce que c'est une loi physique fondamentale, d'où son appellation de principe, c'est une loi physique qui nous est dissimulée, cachée par les phénomènes. Qu'est-ce que dit le principe d'inertie? Il dit ceci, on peut l'énoncer de plusieurs façons. Un énoncé vulgaire pourrait consister à dire, mais il n'est pas rigoureusement suffisant au point de vue de la science physique, un énoncé vulgaire pourrait consister à dire ceci, qu'un corps est strictement indifférent par lui-même aux états de mouvement et de repos. Il n'existe dans les corps physiques aucune disposition, aucune propension, aucune impulsion, aucune tendance à se trouver ici ou là, ici plutôt que là, en repos, ni à se diriger vers ici, vers là, en se mettant en mouvement. Ça, c'est une première façon, je dirais, grossière d'énoncer le principe d'inertie, qui nous dit, dans une langue physique un peu plus précise, ceci, que l'immobilité ou le mouvement d'un corps ne peuvent être modifiés que par l'application d'une force. L'immobilité ou le mouvement d'un corps ne peuvent être modifiés que par l'application d'une force. Cela veut dire que soit un mobile en mouvement dans le vide. Vous lancez, par exemple, vous êtes quelque part dans l'univers, n'importe où, de préférence assez loin de toute source de gravitation, de la Terre, par exemple, vous lancez un mobile et il va se mettre en mouvement. Il est en mouvement. Eh bien, ce mouvement n'a aucune raison ni de s'arrêter, ni même de changer de direction, a fortiori de sens, ou de vitesse, tant que vous ne lui appliquez aucune force. Ce principe d'inertie
qui veut qu'un corps matériel animé d'un mouvement le conserve indéfiniment avec la même direction, dans le même sens et la même vitesse, ce principe nous est, je disais tout à l'heure, dissimulé par l'expérience réelle. Pourquoi? Parce que si vous faites rouler ou glisser un corps sur la surface la plus plane, la plus régulière, la plus lisse que vous puissiez obtenir physiquement, ce corps finira toujours par s'arrêter. Lancer une boule de billard sur une table de billard, cette boule va rouler, elle va rebondir contre les bandes, elle finira nécessairement toujours par s'arrêter. Et si vous lancez, par exemple, on dispose de ce dispositif dans, par exemple, les établissements d'enseignement pour enseigner la physique. Si vous lancez, par exemple, un palais sur une table garnie d'un coussin d'air, alors là, ça va, le palais va circuler pendant beaucoup plus longtemps que la boule de billard. Il va finir par s'arrêter aussi. Pourquoi? Parce que son mouvement est affecté, entravé, contrarié par des forces de frottement. Quelles sont les forces de frottement qui s'appliquent à ce mouvement? Eh bien, ce sont les forces de frottement du revêtement sur lequel le mouvement a lieu. Évidemment, elles sont bien moindres sur un coussin d'air que sur une table de billard, mais elles existent aussi. Il ne faut pas oublier la résistance de l'air que traverse le mobile en mouvement. Et donc, nous ne pouvons jamais observer la validité, l'application du principe d'inertie, parce que dans le monde, les circonstances effectives des mouvements sont telles qu'aucun mouvement ne s'accomplit hors des forces de frottement qui finissent toujours par ralentir, par modifier éventuellement la direction de ce mouvement, par le ralentir et par l'arrêter complètement. Ce qui fait que, si vous voulez, tout nous semble fonctionner dans le mouvement des corps à la manière de l'acquisition initiale d'un élan qui petit à petit, au fur et à mesure que le corps se déplacerait, finirait par s'épuiser. Or, il n'y a pas d'élan dans le corps, il n'y a pas d'élan et il y a encore moins dans ce corps une tendance à se diriger en vertu de sa nature dans telle ou telle direction de l'univers. Dans le monde aristotélicien, les choses ont un lieu naturel. Le lieu naturel des corps pesants, c'est le centre de l'univers, où se trouve la Terre, puisqu'elle est faite de corps pesants. Elle est faite principalement de cet élément qu'on appelle dans l'Antiquité la Terre. Elle est faite de terre, donc d'un corps pesant, qui va se rassembler au centre de l'univers. Mais Aristote ajoute ceci, que si on éloignait la Terre du centre de l'univers et qu'on lâchait quelque part dans l'univers un objet fait de matière grave, pesante, il n'irait pas vers la Terre, il irait vers le centre de l'univers, qui est le lieu naturel de tous les corps pesants. Eh bien, dans l'univers galiléen, cartésien, il n'y a plus de lieu privilégié, il n'y a plus de direction privilégiée, il n'y a plus de haut vers lequel tendent naturellement, par exemple, la fumée et la flamme, parce que ce sont des corps légers, et de bas vers lequel tendent naturellement la terre et l'eau, parce que ce sont des corps lourds. Il n'y a plus de lieu privilégié, il n'y a plus de domaine privilégié, il n'y a plus qu'un seul univers unifié. Et donc, là, dans cet univers homogène et isotrope voulant dire que toutes les directions sont équivalentes, eh bien, tous les mouvements, ils sont, si vous voulez, équivalents aussi, en ce sens que ces mouvements n'ont aucune finalité, ils ne sont imputables qu'à des forces. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un corps est mis en mouvement? Une force lui est appliquée, il se met en mouvement, il n'a besoin de rien d'autre pour continuer à se mouvoir que d'être laissé à lui-même et de ne recevoir l'application d'aucune autre force. C'est ce qui se passe, par exemple, pour le mouvement de la Terre autour de la Lune autour de la Terre, ou des planètes autour du Soleil. Que fait la Lune autour de la Terre? Elle tourne. Mais ce mouvement est la combinaison de deux mouvements bien distincts, qui affectent évidemment simultanément la Lune, ce qui fait qu'on ne peut pas les distinguer, physiquement, empiriquement, dans l'expérience, on ne peut pas les distinguer, mais ils sont distincts, même s'ils ne sont pas séparés,
Quels sont ces deux mouvements? La Lune, autour de la Terre, est animée de deux mouvements simultanés. Premièrement, elle tombe sur la Terre. Elle n'arrête pas de tomber sur la Terre. Elle ne fait que ça. Elle est en chute libre, en permanence, en direction du centre de la Terre. Pourquoi ne s'écrase-t-elle pas instantanément sur la Terre, compte tenu du fait que la distance qui sépare l'une de l'autre n'est pas bien grande, 300 000 km, ce n'est pas beaucoup. Eh bien, qu'est-ce qui fait que la Lune ne tombe pas sur la Terre? Alors que, ou plutôt, qu'est-ce qu'elle fait qu'elle ne se précipite pas sur la Terre alors qu'elle n'arrête pas de tomber en chute libre sur la Terre? C'est que, exactement en même temps qu'elle tombe sur la Terre, cette Lune, elle est animée d'un mouvement inertial, c'est-à-dire d'un mouvement rectiligne uniforme, qui fait que cette Lune, elle se dirige toujours en ligne droite dans une direction qui est tout simplement la tangente de sa trajectoire autour de la Terre. La Lune fait deux choses à la fois. Elle tombe sur la Terre, elle n'arrête pas de tomber sur la Terre et elle n'arrête pas de prendre la tangente. Selon l'expression admise, prendre la tangente voulant dire s'écarter du mouvement qu'on suivait pour s'en aller tangentiellement selon cet axe rectiligne qui est l'axe du mouvement inertial. C'est ce qui fait dire à Valérie qu'il fallait être Newton, parce que c'est en effet à Newton qu'on doit cette découverte. Il fallait être Newton pour s'apercevoir que la Lune tombe quand tout le monde voit bien qu'elle ne tombe pas. En effet, on voit bien que la Lune ne tombe pas. On la regarde tous les soirs, enfin toutes les nuits ou presque, on les voit là-bas dans le ciel, et on la voit passer là très paisiblement, elle tourne autour, on voit très bien qu'elle ne tombe pas sur nous. Eh bien si, elle n'arrête pas de tomber sur nous, elle n'arrête pas de faire cela, tomber sur nous, mais en même temps qu'elle le fait, elle est animée d'un mouvement inertial qui n'a aucune raison de se modifier, puisqu'aucune force ne s'applique à la Lune, autre que la force de gravitation qui l'a fait tomber. Il y a cette force de gravitation qui l'a fait tomber, il n'y en a aucune autre, parce que la Lune se meut dans un environnement où les frottements sont évidemment aussi insignifiants que possible. Et donc, elle prend constamment, à chaque instant, la tangente à sa trajectoire, et de cette façon, elle tourne en trajectoire elliptique, selon les lois de Kepler, autour de la Terre. Voilà ce que signifie le principe d'inertie. Et ce principe d'inertie a une signification absolument considérable au point de vue physique, bien sûr. Il est en situation de loi fondamentale, mais aussi au point de vue philosophique, et Alain nous explique pourquoi. Le texte que je vais lire est extrait des Entretiens au bord de la mer. Je vais faire figurer sur mon blog, et il dit ceci. Cette grande idée, il parle du principe d'inertie, cette grande idée est suffisante pour exprimer cette existence sans égard qui nous tient si serrés. Cette grande idée est suffisante pour exprimer cette existence sans égard qui nous tient si serrés. J'expliquerai après, je finis de lire le passage. Et toutes les erreurs, si naturelles, que nous rencontrons dans l'analyse de la nature viennent des volontés, ou disons travaux intérieurs, que nous supposons d'abord dans les choses heurtantes et heurtées. Par l'inertie, remarquez-le, nous effaçons dans les choses l'image de l'homme. Nous voulons penser que le destin d'une chose matérielle dépend seulement des mouvements et pressions qu'elle reçoit d'autres choses qui n'ont point non plus de nature intérieure et occulte. Et c'est par là que l'entendement a prise, retrouvant toujours le même travail. J'explique quelques aspects de ce bref passage. Cette grande idée, le principe d'inertie, est suffisante pour exprimer cette existence sans égard qui nous tient si serrés. Cette existence sans égard, cela veut dire que l'existence des choses est une existence qui n'a égard à rien, qui n'a de considération pour rien, je veux dire qui est une existence qui n'est caractérisée à aucun instant par des buts ou des tendances ou des élans ou des impulsions qui habiteraient les existants. Un existant n'est habité par aucune tendance, aucune propension à quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il n'a égard à rien. Il est, si vous voulez, entièrement passif. Il est entièrement passif, c'est-à-dire qu'il ne se dirige vers rien, il ne cherche rien, il ne veut rien, mais il exprime, il traduit, il manifeste l'ensemble des forces qui s'appliquent à lui de l'extérieur. Toutes les erreurs si naturelles que nous rencontrons dans l'analyse de la nature, cette erreur qui consiste à nous faire croire
qu'un mouvement a besoin d'être entretenu pour se poursuivre, qu'un mouvement ait besoin de s'être entretenu toujours pour se poursuivre. C'est vrai dans notre univers matériel concret, il n'y a pas de doute. Hein, une boule de billard, si vous voulez qu'elle continue de rouler, il faut la repousser. Mais cela nous cache la vraie nature du mouvement. Et donc, ces erreurs si naturelles, ce qui veut dire si spontanées, bien sûr, si inévitables, si nécessaires, que nous rencontrons dans l'analyse de la nature, viennent des volontés ou disons travaux intérieurs que nous supposons d'abord dans les choses heurtantes et heurtées. Les choses en réalité ne sont que heurtantes et heurtées, mais nous les supposons travaillant de l'intérieur. Nous les supposons déployant, développant une propension intérieure à se diriger vers tel ou tel état ou se mouvoir vers tel ou tel but. Par l'inertie, nous effaçons dans les choses l'image de l'homme. Le principe d'inertie, c'est le remède à ce péché fondamental de toute connaissance qu'est l'anthropomorphisme. Au fond, notre physique est anthropomorphe au sens où elle est constamment victime de l'illusion qui consiste à croire que ce qui se passe dans les choses est à l'image de ce qui se passe en nous, puisque nous avons des impulsions, des tendances, des propensions à, vers, en direction de rien de tel n'existe dans les choses physiques, et c'est ce que nous dit le principe d'inertie. Alors, bien entendu, je sais très bien que si vous connaissez un peu de physique, si vous avez une instruction physique, vous allez résister à une présentation aussi générale des choses. Parce qu'en un sens, bien entendu, dans le monde physique, il y a des tendances et des proportions. Mais il faut bien comprendre ce que signifie à l'époque de Galilée et Descartes la découverte de ce principe, l'acceptation de ce principe qui est une nouveauté absolue. Nous voulons penser que, par le principe d'inertie, que le destin d'une chose matérielle dépend seulement des mouvements et pressions qu'elle reçoit d'autres choses qui n'ont point non plus de nature intérieure et occulte. Et c'est par là que l'entendement apprise, retrouvant toujours le même travail. L'entendement appris, c'est-à-dire qu'une science physique devient possible, mathématisable, parce que c'est ça qui est au bout du travail de l'entendement. Une science physique mathématisée, une science dans laquelle les choses ne sont plus considérées qu'au point de vue, que sous l'aspect de ce que l'entendement, l'intelligence abstraite peut en saisir. Notre physique spontanée, c'est une physique d'imagination. Nous imaginons dans les choses ce qui n'y est pas. Lorsque nous soulevons, par exemple, une valise très lourde, nous imaginons dans cette valise une propriété qui est son poids, qui s'oppose à notre effort, qui résiste à notre effort. Mais supposer un poids dans la valise, c'est-à-dire supposer une force opposée à la force qu'exerce notre effort musculaire, c'est attribuer à la valise quelque chose qui n'y est pas. La valise n'a pas de poids, la valise, elle a une masse, mais transportée suffisamment loin de la Terre, elle ne pèse plus, en tout cas elle ne pèse plus ce qu'elle pèse sur la Terre, sur la Lune elle pèse 6 fois moins, et si vous l'éloignez suffisamment de la sphère de la Lune et de la Terre, elle ne pèse plus rien au sens où elle est en état d'apesanteur. Hein, c'est le whisky du capitaine Haddock dans la fusée lunaire, quand il court après sous la forme d'une petite boule qui flotte devant lui. Eh bien, lorsque nous parlons du poids d'une valise, nous en parlons parce que nous avons intimement la conviction, en faisant l'effort de la soulever, que cet effort de soulever la valise se heurte, doit contrecarrer une force que la valise a qui tire vers le bas. Mais la force, il n'y a aucune force dans la valise. Il y a une masse qui est telle que, en effet, elle subit l'attraction de la Terre, mais il n'y a qu'interaction, il n'y a pas de propriété interne à la valise qui serait son poids. Nous sommes ici donc au fondement même de la physique nouvelle, à l'époque de Galilée et de Descartes. Nous sommes aussi au fondement d'une idée philosophique, alors que nous retrouverions, si nous faisions de la nature en tant que telle l'objet de notre réflexion, nous sommes ici à l'origine, au fondement
de cette idée qui sera explicitement formulée et en ces termes par Nietzsche, de l'indifférence de la nature. Nietzsche définit la nature, et je crois avoir déjà produit cette citation à je ne sais plus quelle occasion. Nietzsche dit de la nature l'indifférence en tant qu'elle est une puissance. L'indifférence en tant qu'elle est une puissance. Ce n'est pas tout à fait cartésien, au sens où pour Descartes et pour les cartésiens qui suivront, la nature n'est pas une puissance. Il faudra faire une exception sans doute pour Spinoza, peut-être aussi pour Leibniz, mais pour Descartes, en tout cas, c'est certain, la nature n'est pas une puissance. Eh bien, il n'y a pas de puissance de la nature, il n'y a qu'une seule puissance pour Descartes, c'est celle de Dieu. L'indifférence en tant qu'elle est une puissance, ce n'est pas tout à fait cartésien, parce qu'il est vrai que pour un cartésien, pour Descartes du moins, la nature n'est pas une puissance, mais elle est stricte indifférence, et cette indifférence, je dirais, se manifeste d'abord fondamentalement dans le principe d'inertie. Un corps matériel, physique, est indifférent au fait de se trouver immobile ou de se trouver en mouvement. Voilà, je vais m'arrêter là, je passerai la prochaine fois au point suivant concernant cette nature, à savoir une nouvelle conception de la matière comme réalité mathématisable. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.